Le catalogue papier, c'était l'un des plus gros médias de l'histoire à ce moment-là. 8 millions de foyers qui recevaient le catalogue 2 fois par an. Bonjour et bienvenue sur WinTalk, le podcast IT au cœur du business. Aujourd'hui, nous recevons Anthony Lecouf, qui est le CEO France de La Redoute. Moi, je ne fais partie de l'histoire de La Redoute que depuis 11 ans. J'ai passé 6 ans directeur de La Redoute Benelux et depuis 1 an directeur de La Redoute France. C'est un ex-cavalier professionnel, un entrepreneur passionné. Il a connu plusieurs vies, en passant de la vente de photocopieurs à la création de start-up, avant même de rejoindre La Redoute en 2013. La Redoute, c'est 188 ans d'histoire, fondée en 1837. Avec lui, on va parler de transformation digitale, de marketplace et du rôle d'un dirigeant pour faire le lien entre le besoin du métier, de la data et de la performance. Mon rôle, c'est de connecter les besoins métiers et les solutions techniques. Anthony Lecouf, c'est maintenant et c'est sur WinTalk. Bon, en tout cas, c'est cool de pouvoir venir à Lille et te rencontrer. La Redoute, moi personnellement, ça m'évoque la version papier que j'ai connue quand j'étais petit. Donc là, on va justement parler de l'évolution en fait, de l'héritage technologique de La Redoute. Alors, tu as un parcours du coup atypique. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter Alors oui, c'est vrai que j'ai eu cette chance de vivre de ma passion tout jeune. J'avais 16 ans quand je me suis lancé. Ma passion, c'était le cheval, mais l'équitation de saut d'obstacle. Je me suis lancé à 16 ans, apprenti dans une écurie de compétition. Et puis pendant 6 ans, j'ai progressé jusqu'à devenir directeur d'écurie et cavalier professionnel international. Donc j'ai arpenté pendant 6 années les terrains de compétition de France et de Navarre, comme on dit. Et puis voilà, j'en ai profité, je me suis éclaté, clairement. C'était une vraie chance de pouvoir tous les jours monter à cheval et faire de la compète. Il s'appelait comment ton cheval? J'en ai eu beaucoup, j'en ai eu par centaines. Donc, par centaines? C'était pas forcément les miens. Le principe de ce métier, c'est de ne pas être propriétaire. En fait, tu montes les chevaux des autres, tu les prépares, tu les montes en compétition et tu les revends, quoi. Donc c'est un peu un métier de commerce aussi, finalement. Et 6 ans plus tard, je me décide de me lancer dans un autre projet, dans une autre aventure, celle de l'entrepreneuriat et celle de la direction d'entreprise. Et voilà, ce qui m'a mené jusqu'à aujourd'hui à la direction de La Redoute France. Alors justement, du coup, après l'équitation, tu as plongé dans l'entrepreneuriat, tu l'as expliqué. Est-ce que tu peux nous dire en une minute, tu as monté une boîte, plusieurs boîtes, qu'est-ce que tu as fait? Oui, alors j'ai monté ma première boîte assez jeune, je devais avoir 25, 26 ans. J'y ai retrouvé un peu des similitudes parce que finalement, l'entrepreneuriat, c'est aussi à la base une vraie détermination, une vraie volonté. Voilà. Donc ça, c'était pas inconnu pour moi dans le sport de haut niveau. Voilà, c'est beaucoup, c'est le goût de l'effort, quoi. Et après, c'est aussi de la récompense, c'est savoir savourer les succès, évidemment, mais c'est aussi l'humilité d'accepter l'échec, parce que la compétition, c'est aussi ça, et l'entrepreneuriat, c'est aussi ça. Donc j'ai vécu l'échec aussi entrepreneurial. J'ai dû cesser de mon activité 2 ans après l'avoir lancé. C'était une boîte où je vendais de l'appareil de préparation sportive et de récupération sportive. Okay. J'ai une petite citation en fait qui me revient souvent, c'est que le succès finalement n'est pas une finalité et l'échec n'est pas une fatalité. Et l'important, c'est de continuer, c'est de savoir rebondir et savoir se relancer. Donc voilà, c'est ce que m'a appris l'équitation et puis l'entrepreneuriat. Si tu dois, je sais pas, donner un conseil à, par exemple, quelqu'un qui fait une carrière professionnelle, peu importe le domaine, et qui a envie de se lancer dans une entreprise, qu'est-ce que tu lui dirais? La résilience, parce qu'à un moment, l'échec, faut pas s'arrêter là, faut continuer à avancer, ne pas lâcher l'affaire, et savoir aussi, même dans l'échec, savoir se projeter dans le succès. C'est important dans la compétition, c'est aussi important dans l'entrepreneuriat, et c'est ce que j'essaye aujourd'hui de transmettre à mes équipes encore. Finalement, avec l'équitation, je pense que c'est la belle métaphore. J'avais ma première instructrice d'équitation qui me disait pour être bon cavalier il faut tomber 1000 fois et j'avais la chance de tomber des dizaines de fois par séance, donc ça t'a bien appris. Qu'est-ce qui t'a amené ensuite vers La Redoute finalement? Aujourd'hui tu as été CEO France donc, de La Redoute, hein, c'est ça? Quel a été le chemin entre deux? Je suis rentré par La Redoute par un premier projet où j'ai piloté le média et la monétisation des assets de La Redoute. Donc t'es arrivé en quelle année
Chez La Redoute, il y a 11 ans maintenant, donc en 2014. Ok. Quelle a été finalement tes premières fonctions et ensuite comment ça a évolué? C'était de reprendre une cellule au cœur de La Redoute qui était vraiment une cellule un peu particulière, puisqu'encore une fois, on n'était pas dans le core business, mais on était vraiment dans la monétisation publicitaire. C'est un projet que j'ai suivi puisque c'était le moment vraiment de la transformation digitale de La Redoute, donc passer du catalogue papier à un modèle plus e-commerçant. Donc c'est un projet que j'ai mené pendant quasiment 4 ans. Ensuite, voilà, j'ai eu la chance de devenir directeur de la filiale Benelux de La Redoute. Donc là, d'être vraiment au cœur du business, donc l'e-commerce, de mode et de maison. Et voilà, après 6 ans où pas mal d'étapes passées, on m'a proposé la direction du bateau-mer, on va dire, de la plus grosse business unit de La Redoute, qui est la France. Donc tu as fait un passage, du coup, au début, où tu as participé à l'évolution justement du modèle média, donc oui. Passer du catalogue papier au digital. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça fonctionnait justement avant, à l'époque du papier? Alors à l'époque du papier, du coup, je ne l'ai pas connu énormément, j'étais en plein changement, mais néanmoins, j'ai quand même connu cette transformation. La réponse est dans la question, c'était le catalogue. Le catalogue, c'est ce qui rythmait la vie de l'entreprise, clairement. Et 2 catalogues par an, un printemps-été, un automne-hiver, les grandes saisons. On imagine bien tout le rétro-planning qu'il faut pour arriver à un moment, à un instant T, délivrer ce catalogue. Rappelez que le catalogue était livré dans des millions de foyers à l'époque. Donc c'était quand même une prouesse pour arriver le jour J à ce que le catalogue soit prêt, les produits dans ce catalogue soient prêts à être livrés. Je pense que c'était un vrai tour de force. Et voilà, après cette transition vers le digital que j'ai plutôt vécu. Ouais. C'est quoi finalement les contraintes qu'il peut y avoir justement avec ce catalogue papier? C'est toute la gestion de la supply chain qui est à côté, c'est-à-dire c'est aussi une prouesse logistique, à un moment de sortir un catalogue. Donc on imagine bien qu'en amont, avant de sortir le catalogue, il faut définir les produits qu'il y aura dans ce catalogue, faire les photos de ces produits, les décrire, y mettre un prix, etc. Donc c'est toute la prouesse de préparation, la prouesse logistique d'avoir en stock tous les produits qui vont être livrés. Et puis quand même, le catalogue en lui-même, c'était 8 millions d'exemplaires, je crois, à l'époque. C'était quasiment 500 pages. C'était digne de la production d'un gros magazine de presse, quoi. Donc voilà, tout le process pour en arriver à un moment à livrer ce catalogue, c'était quand même quelque chose d'assez incroyable. D'ailleurs, il y a eu énormément de préparation, parce que comme tu l'as dit, une fois que ça part sur le tirage, c'est fini, c'est parti. Donc, exactement. 8 millions de foyers. Tu parlais de contraintes. En effet, la contrainte, elle était là. C'est qu'à un moment, il fallait le sortir et qu'il y a une contrainte aussi, aussi financière finalement, puisqu'à un instant T, il faut être prêt à tout. Et puis, on ne peut plus revenir en arrière. Et c'est pour ça aujourd'hui que ce modèle catalogue a été un peu bousculé par des nouveaux modèles plus agiles, comme le modèle digital. Ok. Est-ce qu'on peut parler de médias finalement? Est-ce que c'est un média pour toi, le catalogue papier? Clairement, c'est un média, je le disais, 8 millions de tirages, c'était un nombre de marques assez incroyable, c'était de faire venir quasiment un magasin au sein d'un foyer. Donc oui, c'était un média aussi, parce que les marques, faut imaginer une marque qui était dans le catalogue, c'était la proposition d'être visible auprès de 8 millions de foyers, et puis des foyers qui en plus regardaient un catalogue avec à la fin un bon de commande, donc il n'y avait plus que le stylo à leur mettre dans la main, et puis c'était parti, donc à la fois un média et à la fois un vecteur de commerce incroyable. Donc ouais, c'était un média très puissant. Et c'est déjà arrivé justement qu'après l'impression on se dit putain merde, on s'est gouré, le tarif c'est pas le bon, c'est pas la bonne ref. J'imagine que oui, bien sûr, j'étais pas là, mais il va y avoir des coquilles peut-être. Des petites coquilles, c'est trop tard. Et qu'est-ce qu'en fait le nouveau modèle un peu du e-commerce, finalement, ce que tu peux nous dire, même si on sait un petit peu, mais qu'est-ce que ça a apporté concrètement vraiment Ouais, bien sûr. Alors, le modèle e-commerce, déjà, comme je le disais, est beaucoup plus agile. Le catalogue, c'était 2 gros catalogues par saison. Là, on s'imagine qu'un modèle e-commerce, c'est quelque chose de plus linéaire, donc qui, pour le coup, lui, peut s'ajuster au jour le jour. Donc, c'est plus du tout le même modèle. Rien n'est figé. Tout peut encore changer. La deuxième chose, je pense que on parlait de médias, mais aujourd'hui, avant, le catalogue, c'était un média qui rentrait dans les foyers. Donc, on allait pousser le média vers
vers le consommateur. Aujourd'hui, le e-commerce fait qu'on doit plutôt aller chercher le consommateur pour qu'il vienne vers le site. Donc c'est des logiques marketing et des logiques d'investissement très très différentes. Et puis enfin, les technologies qu'il y a derrière. Aujourd'hui, le digital, ça va très vite. Les technologies évoluent. Le traitement de données évolue. Enfin, on parle évidemment beaucoup aujourd'hui de l'IA, mais ça fait partie aussi du quotidien et des évolutions. Donc oui, tout a changé. Enfin, le business model en lui-même, même si on reste commerçant, et même commerçant à distance, comme un catalogue, c'est plus du tout le même modèle. J'imagine que ça a dû avoir un impact, du coup, cette transformation, cette évolution vers le modèle e-commerce sur tous les métiers au sein de la Redoute. Je parle de ceux qui font la supply chain, tout au niveau des stocks, même sur la gestion derrière back-office. Est-ce que, du coup, tu n'étais pas là à l'époque du papier et du catalogue, mais est-ce que toi, même dans cette évolution, même depuis que tu es arrivé il y a 11 ans, tu as pu voir des transformations même organisationnelles au sein des métiers? Oui, bien sûr. Tu parlais des stocks, évidemment. Les relations ont changé. Aujourd'hui, les commandes se lissent un peu plus sur l'année, avec des évolutions très rapides. Aujourd'hui, le site va évoluer même en fonction de la météo. Donc la météo est une donnée qu'on utilise, que vous ne pouvez pas utiliser sur le catalogue. Donc oui, évidemment, la gestion elle-même des produits, la vie du produit change. Et puis la relation avec les fournisseurs, de ce fait, change aussi, puisque ça demande beaucoup plus d'agilité, ça demande beaucoup plus de réactivité. C'est ce qu'on leur impose de plus en plus. Donc évidemment, oui, ça change aussi. Parce qu'il n'y a plus de saison, finalement. Il y a encore des saisons, puisqu'on fait encore de la mode, mais en effet, on le voit en ce moment, il peut y avoir 3 saisons dans la même journée, donc dans la même semaine. Tu parles de la météo ou de la mode? Il n'y a plus de saison. Parfois il pleut en été, il fait froid en été, on ne sait pas trop. Les saisons évoluent, mais la mode évolue aussi très vite, les consommations évoluent, donc ça nous demande une évolution assez rapide. Quelle grosse différence tu as pu constater entre le modèle marketplace et le modèle historique? On va dire que le modèle marketplace, tout est dans le nom, c'est une place de marché. C'est quoi une place de marché? C'est finalement un agrégat de différents vendeurs, de différentes marques, de différents marchands qui viennent en un lieu unique, finalement, pour profiter de ce lieu unique pour proposer une offre la plus large possible. On connaît une des plus grosses plateformes marketplace aujourd'hui, Amazon. Donc le principe, c'est de donner sa notoriété, sa force de frappe, et évidemment tout de même aussi les services, les fonctionnalités que possède le site, etc. Donc ça, finalement, ce modèle marketplace, encore une fois, réunit des vendeurs sur un lieu digital. Nous, chez La Redoute, c'est un peu différent, c'est même très différent, puisque notre modèle est quand même basé sur des marques propres. La Redoute crée ses propres marques. C'est 2/3 aujourd'hui quasiment du business de La Redoute. Donc la marketplace, donc ces vendeurs sont sélectionnés, sont ce qu'on appelle la curation. On va faire une sélection de vendeurs pour venir en complémentarité de notre offre. Voilà, ce qui est quand même quelque chose qui est à l'entrée beaucoup plus sélectif qu'un Amazon qui va adresser quand même un marché beaucoup plus dilué, plus large. Chez nous, on reste déjà de par notre business model sur la mode et la maison. Est-ce que ça a eu un impact, du coup, j'imagine, sur le time to market? Vous imaginez que d'avoir ses propres marques, créer son propre produit, c'est des process quand même assez longs. Le time to market, c'est aussi quelque chose qui est important, la vitesse à laquelle on est capable d'apporter un produit sur le marché, en fonction d'une tendance, en fonction d'un mode de consommation, en fonction des réseaux sociaux qui créent le buzz sur un produit particulier. L'avantage de la marketplace, c'est en effet, ça nous permet de sélectionner rapidement un marchand, une marque qui propose ce genre de produit d'actualité, et puis de le mettre rapidement, beaucoup plus rapidement que si on avait à créer le produit. Donc c'est là aussi qu'on atteint cette complémentarité, mais ça génère aussi une certaine complexité, puisque aujourd'hui
c'est à peu près 500 vendeurs sur la Redoute, en plus de nos marques. Donc nos marques sont la Redoute Intérieure, AMPM, la Redoute Collection. Donc nous on a 3 marques, mais on a quand même 4 à 500 vendeurs en plus qui viennent compléter cette offre. Et donc voilà, oui, c'est une complexité quand même pour pouvoir offrir aux clients une offre compréhensible et puis une expérience qui reste fluide au cœur de cette marketplace. Ok. Dis-moi si je dis une bêtise, mais avant la transformation et le passage à l'e-commerce, la Redoute faisait de l'ameublement, de la maison, ou était uniquement concentrée plutôt sur la mode Oui, alors tout au début, la Redoute, c'est même de la filature de laine. Donc, la filature de laine textile, oui, tout à fait. Ok. 185 ans, on va dire, en arrière. Okay. Donc, c'est une madame qui va traverser bientôt 2 siècles. Et donc, oui, c'est parti plutôt sur le textile. Donc, c'est encore aujourd'hui connu beaucoup pour la mode. Mais la réalité, c'est qu'on fait plus de 70, 80%, 75% de notre business, en tout cas en France, sur la maison. Donc, la décoration, l'ameublement. Et qui est de plus en plus connu. Moi, personnellement, j'ai 2-3 meubles La Redoute voilà. à la maison. Et j'ai pas mal de potes aussi qui commandent dessus. C'est quoi la marque propre pour les meubles, tu dis, ça s'appelle La Redoute Intérieure. La Redoute Intérieure, ok. Voilà, qui est une marque, on va dire, accessible et avec un design propre à la Redoute, qui reste accessible, et AMPM, qui est un peu notre marque un peu plus premium. Voilà, on a ces 2 marques-là. Très qualitatif, je conseille le meuble vinyle. Le meuble vinyle. Voilà, une de nos meilleures ventes, tout à fait. Un des best. Et justement, pour terminer, tu sais, sur les transformations organisationnelles, tu disais justement que les 2 tiers, c'était des marques propres. Oui. Est-ce que c'est toujours dans la même lignée dans les stratégies, ou est-ce que tu penses qu'un jour, pour s'adapter peut-être au marché qui est de plus en plus des marketplaces, comme on parlait tout à l'heure, ça pourrait changer, faire 50-50 Alors, en fait, les 2 tiers, si on parle de nombre de produits, c'est 90% des produits qui aujourd'hui sont des produits qui ne sont pas de la Redoute. Néanmoins, les 10% de produits restent nos marques propres et nos marques phares et représentent aujourd'hui 60 à 70% de notre business. Donc il y a l'effet volume apporté par la marketplace qui viennent complémentariser l'offre avec différents produits, des petits produits, des produits d'ameublement, même des produits mode, exactement. Donc on imagine la volumétrie que ça peut représenter. Donc nous, non, nous, oui, on évolue, mais la volonté est de garder ce design en interne. La Redoute a la Redoute Intérieure a son propre design, le AMPM a son propre design, et nous avons nos propres designers en interne. C'est ça qui fait aussi notre force. Et évidemment, ils suivent les tendances comme tout bon designer. Et ça fait évoluer, bien évidemment. Et du coup, sur cette transformation, donc du papier justement digital, justement cette organisation, donc toi, ton rôle, on a un peu évoqué le sujet, c'est de faire le pont justement entre le métier et l'IT. Mais toi, tu n'es pas vraiment responsable direct de l'IT. Et du coup, c'est quoi ton rôle concrètement ? Je pense que mon rôle est plus de comprendre notre création de valeur à partir d'un héritage techno, d'un héritage ADN de la Redoute, et puis d'une réalité business, comme on le disait, les tendances et les modes de consommation. Donc mon rôle est aussi d'étudier cette réalité business et de faire le lien avec les besoins de développement techno. Finalement, c'est de donner du sens à un besoin métier qui correspond à la stratégie d'entreprise et à notre politique d'investissement dans les développements techniques. Donc voilà, mon rôle est plutôt là d'être central et d'apporter les bonnes analyses pour faire prendre les bonnes décisions, je pense, ou en tout cas d'influencer ces décisions avec du factuel. Et en n'étant pas vraiment technique, du coup, est-ce que ça t'a causé quelques complexités justement pour apporter toute cette vision-là, cette stratégie ? Non, je pense pas. Alors évidemment, il faut quand même avoir une compréhension, encore une fois, de la technicité des choses, mais non, ça apporte. C'est surtout, encore une fois, de se baser sur des faits, en fait. Et c'est pour tout à l'heure, on parlait du test and learn. C'est en effet ça aussi, c'est d'utiliser de nouvelles technologies, d'utiliser des nouveaux modèles pour tester, apprendre vite, analyser
et remonter à la source pour demander soit des évolutions, soit de l'apport de nouvelles technologies. Après, la technique elle-même va choisir les bons partenaires, la bonne technologie, etc. Donc il n'y a pas besoin d'être un développeur ou de comprendre absolument tout l'IT. L'essentiel, c'est de pas que ça devienne une boîte noire pour l'entreprise, c'est plutôt que ça donne du sens. Pourquoi la technique développe ça et pourquoi, à l'inverse, les métiers demandent de développer ça. Mon rôle, c'est d'être le pilier et la clé de voûte dans ces moments-là. Okay. Moi, juste une question. On pose souvent, quand on reçoit des personnes qui sont très techniques, qui sont des CTO par exemple, mais qui font partie par exemple d'une direction informatique d'une entreprise. Toi, ton rôle, il est plus central, plus global en tant que CEO. Mais pour comprendre sur le terrain, toi, qui est ton interlocuteur, par exemple, au sein de la direction informatique, avec qui tu échanges, qui c'est qui te dit, voilà, Anthony, nous, on a tel et tel projet, on en est là, on va faire ça, etc. C'est plutôt des gouvernances qu'un interlocuteur privilégié. Moi, encore une fois, j'apporte des analyses et des besoins qui tournent autour de, voilà, est-ce que j'ai une économie à faire par un développement? Est-ce que j'ai un gain de revenus à faire par un développement? Est-ce que j'ai un gain en productivité pour les équipes à faire pour un développement technique? Mais ça se fait aussi par des gouvernances, donc j'ai pas forcément une personne dédiée avec qui je parle, puisqu'il y a encore une fois plusieurs aspects sur la technique. Est-ce que c'est l'outil qui est utilisé? Est-ce que c'est l'outil qui nécessite, qui doit améliorer l'expérience client? Donc oui, on va parler avec des personnes techniques qui vont être dans la direction de l'expérience digitale, dans la direction des services, puisque le service aussi nécessite des technologies. On se doute bien que livrer des produits, c'est aussi des préparations, c'est aussi savoir dire à un client quand est-ce qu'il sera livré, etc. Et c'est de savoir réagir, mais je dirais qu'aujourd'hui, l'idée, c'est de plus en plus de prédire que de réagir. Okay. Donc, le rôle aussi, c'est de pouvoir assimiler beaucoup de données pour pouvoir aussi anticiper et être proactif et de voir l'avenir. Donc, la technologie nous permet bien évidemment de plus en plus de faire ça, de créer de l'algorithme, de créer de la data temps réel, du temps réel et même du prédictif. C'est ça le rôle, quoi. Ok. Mais d'ailleurs, tu disais justement, tu regardais sur les choses concrètes qui sont passées pour anticiper entre guillemets l'avenir. J'imagine que tu te bases bien sur des indicateurs, sur des KPI, et ce serait lesquels en fait que tu te bases en priorité justement pour piloter cette BU? Alors pour piloter la BU, finalement, il y a énormément d'indicateurs. Je les regarde pas tous, évidemment. J'ai des équipes qui m'aident pour ça. Mais voilà, on va dire qu'il y a 4 grands pôles qui sont de toute façon un peu la formation de mes équipes. Plutôt un pôle marketing-commerce qui va justement analyser plutôt la capacité d'un produit, la performance d'un produit, la performance d'une communication auprès du client. Il y a la partie plus expérience digitale, donc la rapidité de réponse du site, les parcours clients sur le site, y a-t-il des points de friction, y a-t-il des impasses pour le client sur lesquels on doit analyser et se dire il faut modifier le site pour que ça soit plus fluide pour le client. La partie servicielle, donc il y a toute une partie qui est là aussi pour s'assurer que le service rendu au client, que ce soit sa livraison, s'il appelle, quel que soit, s'il a un problème. Donc là aussi, il y a des analyses poussées sur qu'est-ce qui fonctionne pas et comment on l'améliore. Et puis enfin, le retour client en soi. Voilà, le retour client, exactement. Et puis finalement, évidemment, le nerf de la guerre, l'argent. Donc on a une équipe financière, évidemment, qui analyse aussi tout ça, la rentabilité de tout ce qu'on fait. Et donc voilà, c'est ces 4 équipes qui me remontent les indicateurs nécessaires. Et comme je le disais aussi, il y a un indicateur transverse qui est la productivité des équipes. Et c'est là aussi où forcément la technologie vient en jeu. On parlait rapidement de l'IA, mais c'est vrai qu'aujourd'hui l'IA nous permet aussi d'accélérer la productivité de certains métiers. T'as un exemple ?
Ouais, bah, ne serait-ce que, j'allais dire, dans la vie de tous les jours, faire une réunion et faire un compte-rendu. Ouais, c'est bien que c'est toujours pénible d'être celui qui est nommé pour faire le compte-rendu de la réunion. Aujourd'hui, aujourd'hui, on a l'IA qui nous permet de faire des réunions, de les enregistrer, d'avoir un compte-rendu de la réunion envoyé à tout le monde en quelques secondes. C'est de la productivité, ça va vite. Donc, ne serait-ce que ça, c'est quelque chose qui nous permet d'être plus à l'aise, plus productif et puis d'avoir des tâches pénibles. Est-ce que tu pourrais nous donner peut-être un exemple concret où tu as la data, puisqu'on parlait justement de technologie, où la data, en fait, elle a vraiment aidé à guider dans la prise de décision, justement, de ton entreprise? T'as vu? Il y a des data, aujourd'hui, on a des process de traitement de données qui sont on va dire des fonctions post-mortem. Chaque semaine, chaque mois, on fait la rétrospective d'un mois qui s'est passé, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, analyser ce qui fonctionne pas. Donc là, on a un peu cette data rétrospective. Après, on a un peu de la donnée temps réel sur le site, la personnalisation du site en fonction du visiteur, en fonction d'énormément de données de comportement. C'est de la donnée temps réel qui nous permet de prendre des décisions, mais qui sont instantanées, qui sont faites par des algorithmes, donc par de l'intelligence aussi artificielle, on peut dire. Et puis enfin, de la data prédictive. Et ça, c'est de plus en plus important, puisque c'est de déterminer est-ce qu'un produit va attirer le client, est-ce que c'est un produit qui va être capable de générer des ventes, de générer de la rentabilité. Et tout ça, c'est dans le prédictif aussi, ce qui nous aide aussi à revenir sur prévoir les tendances et commencer à produire à créer un produit avant même que la tendance n'arrive. Donc voilà, c'est un peu ces trois types de données qu'on utilise aujourd'hui. Et bon, voilà, je pense que j'ai donné un peu ces exemples. Ouais. Mais tu as un exemple justement d'un produit qu'on disait, qui convertit pas, qui marche pas, qui galère, et grâce à la data, justement, tu as réussi à faire une décision, genre. En fait, par exemple, il est vrai qu'on a la création d'un produit, on va par tout un process y déterminer le tarif d'un produit. Ouais. On peut voir certains produits, par exemple, qui vont être très très vus, très très regardés, qui provoquent énormément de clics, etc., mais très peu achetés. Bon, tout de suite, ce sont des alertes qui remontent pour se dire est-ce que le produit est au bon prix. Donc on a aussi des technologies qui permettent d'aller crawler d'autres sites pour voir s'il y a des produits similaires qui sont plus chers, moins chers, etc. et de pouvoir être plus compétitif à l'instant T. Donc oui, en effet, même dans la gestion du produit au quotidien et pour se corréler le plus aux besoins du consommateur, on a ces technologies qui nous aident à prendre des décisions rapidement. Je pense qu'on arrive à la fin des questions, à la fin du podcast. Merci beaucoup Anthony. Est-ce que, je sais pas, tu as un dernier mot pour la fin? On parlait tout à l'heure d'Amazon et je pense qu'on a la chance que La Redoute soit un fleuron français du e-commerce. Après, les gens connaissent encore beaucoup La Redoute et c'est encore le côté un petit peu Madeleine de Proust du catalogue, etc. Il existe encore, on a encore des catalogues qui sont envoyés à beaucoup plus petite échelle avec... c'est vrai, ça existe encore du coup. Oui, tout à fait. Tu peux demander un catalogue sur le site La Redoute, tu recevras ton catalogue. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode, on espère qu'il vous a plu. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux en recherchant WinTalk. On se retrouve dans 2 semaines pour une prochaine édition. À bientôt, ciao ciao.